ma mère a essayé d'acheter mon pardon après que mon frère ait mis ma fiancée enceinte avant notre mariage, mais j'ai pris l'argent et laissé le karma s'occuper du reste. Il y a 3 ans, j'étais fiancé à une femme, appelons-la Lila. À l'époque, je croyais vraiment qu'elle était la personne avec qui j'allais me marier. Lila et moi étions ensemble depuis presque 5 ans, et notre relation semblait solide. Nous étions tous les deux avocats, ce qui signifiait que nous menions des vies exigeantes et trépidantes, mais nous nous assurions toujours de nous accorder du temps l'un pour l'autre dès que nous le pouvions. L'année où j'ai demandé Lila en mariage était censée être la plus belle année de notre vie. Mais cette même année, quelque chose d'inattendu est arrivé, elle a perdu son emploi. Cette perte a eu lieu après qu'il ait été découvert qu'elle avait enfreint certaines règles de l'entreprise. Je ne vais pas entrer dans les détails, car c'est personnel, mais je dirais que l'entreprise l'a licenciée d'une manière plutôt brutale après ce qu'elle avait fait. Si vous avez déjà connu un perfectionniste accro au travail, vous pouvez comprendre à quel point une telle perte peut être dévastatrice. Son travail n'était pas juste un emploi pour Lila, c'était une partie de son identité, sa fierté et sa raison d'être. Le perdre aussi brutalement l'a complètement bouleversée. Lila s'est immédiatement plongée dans la recherche d'un nouvel emploi, envoyant des candidatures à de nombreuses entreprises et cabinets. Malheureusement, son expérience était très spécialisée, et les opportunités n'étaient pas si faciles à trouver, surtout compte tenu des circonstances de son licenciement. Les mois ont passé, et elle n'avait toujours pas trouvé de nouveau poste. Pendant tout ce temps, j'ai essayé d'être le plus présent et le plus soutenant possible. Je lui assurais qu'elle n'avait pas à s'inquiéter des finances. Après tout, nous étions fiancés, et je considérais qu'il était de mon devoir de prendre soin d'elle durant cette période difficile. Sachant que Lila avait tendance à s'obséder et à se stresser, je l'encourageais à se détendre et à ne pas laisser cette situation l'engloutir. À mon grand soulagement, elle a suivi mon conseil, du moins, elle a essayé. Avec tout ce temps libre, elle a décidé de se consacrer à un rêve qu'elle avait toujours eu, apprendre l'aménagement paysager. Elle s'est inscrite à un cours local et a commencé à y consacrer ses heures libres. Par coïncidence, c'était le même cours d'aménagement paysager que mon frère Masson suivait. Laissez-moi vous parler un peu de Masson. Il est mon exact opposé. Alors que j'étais le responsable de la famille, focalisé sur mes études et ma carrière, Masson était l'insouciant. Il a passé ses années d'école à faire des bêtises, se forgeant une réputation de coureur de jupons. Cette réputation l'a suivi tout au long de l'université et bien après. Masson était du genre à ne jamais rester longtemps avec une fille et à ne jamais prendre quoi que ce soit au sérieux. Lila l'avait rencontré au début de notre relation et savait exactement quel genre de personne il était. Alors, quand elle a commencé à suivre le même cours que Masson, j'ai pensé que leur rencontre était purement fortuite. Mais avec du recul, c'est là que tout a commencé à changer. Au fil des semaines, ils sont devenus étonnamment proches. Au début, je ne m'en suis pas inquiété. Masson proposait parfois de la récupérer et de la déposer au cours, ce qui me semblait attentionné, bien que peu habituel. Lila rentrait à la maison enthousiaste, me racontant des anecdotes sur ce qu'elle et Masson avaient fait en classe ou me montrant des photos de leurs projets. Mais ensuite, leurs interactions ont dépassé le cadre du cours. Ils ont commencé à passer du temps ensemble le week-end, à visiter des musées d'art ou à essayer de nouveaux restaurants. C'étaient des activités que Lila et moi avions l'habitude de faire ensemble, mais voilà qu'elle les partageait avec Masson à la place. Peu à peu, j'ai remarqué d'autres changements. Elle passait bien plus de temps avec Masson que ce que je trouvais normal, et cela commençait à affecter notre relation. Elle en arrivait même à annuler nos soirées en amoureux pour sortir avec lui. Je ne suis pas du genre à garder mes doutes pour moi, alors un soir, je l'ai confrontée directement. Je lui ai demandé franchement s'il y avait quelque chose entre elle et Masson. Lila a été choquée par ma question, presque offensée. Elle a nié catégoriquement qu'il se passait quoi que ce soit d'inapproprié et a insisté sur le fait que leur relation était purement amicale. Elle m'a expliqué que passer du temps avec lui était amusant et léger, comme si elle traînait avec un petit frère. Elle semblait sincèrement blessée que je puisse penser autrement, et pendant un instant, je me suis senti coupable de douter d'elle. Mais au fond de moi, ces explications ne m'ont jamais vraiment convaincu. Tout a explosé 2 mois avant notre mariage. À cette époque, je travaillais d'arrache-pied, supportant une charge de travail énorme pour assurer notre stabilité financière. Depuis que Lila avait perdu son emploi, j'avais pris en charge toutes les dépenses du foyer et du mariage. Elle n'avait toujours pas retrouvé de travail, et bien qu'elle ait utilisé quelques économies pour ses besoins personnels, je portais la majeure partie du poids financier. Entre le stress des dépenses et l'organisation du mariage, mes journées au bureau étaient longues et épuisantes. Je n'étais pas aussi présent que je l'aurais voulu, et avec le recul, cela a peut-être donné à Lila et Masson l'occasion de se rapprocher. Un soir, je suis rentré plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires. J'avais hâte de surprendre Lila et de passer du temps avec elle. En arrivant dans l'allée, j'ai immédiatement remarqué la voiture de Masson garée devant la maison. D'ordinaire,
cela ne m'aurait pas alarmé, Masson avait l'habitude de débarquer à l'improviste. Mais cette fois, c'était différent. Il était plus de 21 heures, et voir sa voiture à cette heure-là était un signal d'alerte. Le salon était vide, mais la télévision était allumée. Mon regard s'est posé sur des canettes de bière jonchant le sol, et puis sur quelque chose d'incontestable, les sous-vêtements de Lila, négligemment abandonnés parmi eux. J'ai su à cet instant précis ce que j'allais découvrir. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, mais une autre, celle qui avait besoin de preuves irréfutables, m'a poussé à avancer. Je devais le voir de mes propres yeux. Je me suis dirigé lentement vers la chambre et me suis arrêté devant la porte. Ils étaient là, Lila et Masson, enlacés de la manière la plus intime possible. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas remarqué. D'ordinaire, je suis quelqu'un de calme et posé, mais là, c'était une trahison absolue. Sans un mot, je suis entré dans la chambre, j'ai attrapé Masson par la nuque et j'ai violemment arraché son visage de celui de Lila. Le choc sur son visage était presque satisfaisant. Il a tourné la tête vers moi, et son expression est passée de la confusion à la terreur. Je ne lui ai laissé aucune chance. J'ai frappé son nez d'un coup sec. Le craquement des os m'a apporté une satisfaction froide en voyant le sang commencer à couler. Il a crié de douleur, mais je n'en avais rien à faire. Je l'ai frappé encore et encore. Chaque coup de poing était plus fort que le précédent. Du sang coulait de son nez et tachait sa chemise, mais je n'en avais rien à faire. Il titubait en arrière, ses mains essayant faiblement de me bloquer, mais je continuais. Quand Masson était allongé sur le sol, ensanglanté et me suppliant d'arrêter, j'ai tourné mon attention vers Lila. Elle était assise sur le lit, tremblante et en larmes. Je l'ai regardée droit dans les yeux et lui ai dit qu'elle avait 10 minutes pour sortir de ma maison. Si elle ne le faisait pas, je l'ai averti que je n'hésiterais pas à la laisser dans le même état sanglant que mon frère. Elle a commencé à me supplier, à s'excuser encore et encore. Elle disait qu'elle pouvait expliquer et me suppliait de ne pas la mettre dehors, qu'elle méritait une chance de s'expliquer. Mais je n'étais pas intéressé par ses excuses ou ses explications. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai dit froidement, « Il te reste 9 minutes. » Le ton de ma voix et mon regard ont dû lui faire comprendre que je ne plaisantais pas, car elle s'est empressée de sortir du lit et a commencé à s'habiller avec des mains tremblantes. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle attrapait une valise dans le placard et commençait à y mettre ce qu'elle pouvait. Lorsqu'elle eut fini, traînant sa valise à moitié remplie dans les escaliers, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Sa voix était brisée lorsqu'elle m'a supplié de l'écouter, affirmant qu'elle m'aimait et méritait une chance de s'expliquer. Sans dire un mot, j'ai pris sa main, et retiré la bague de fiançailles de son doigt et l'ai poussée vers la porte. Elle a essayé de résister, me suppliant de reconsidérer, mais j'en avais assez. J'ai ouvert la porte et l'ai poussée dehors dans la nuit. Elle a trébuché sur le porche, pleurant toujours et criant pour obtenir mon pardon. Je ne me suis même pas retourné lorsque j'ai claqué la porte derrière elle. Le visage de Masson était encore ensanglanté après notre bagarre, et même si j'étais toujours bouillonnant de rage, je ne voulais pas être responsable de quelque chose de pire. J'ai appelé mes parents et leur ai tout raconté. Mon père était furieux contre Masson, et ma mère était sous le choc, mais ils ont tous deux dit qu'ils viendraient immédiatement. À leur arrivée, ma mère, qui est infirmière, a soigné les blessures de Masson. Elle a nettoyé et bandé ses plaies, qui étaient heureusement superficielles. Pendant ce temps, mon père m'a emmené dans le jardin, loin de Masson. Il voyait que mes mains tremblaient encore de colère et que j'étais à peine capable de me contenir. Un peu plus tard, Masson est venu dans le jardin avec ma mère. Son visage était tuméfié, son nez bandé, et il restait encore des traces de sang sur sa chemise. Il s'est excusé de m'avoir trahi, affirmant qu'il n'avait jamais voulu que les choses se passent ainsi. Puis il a lâché une bombe, il a dit qu'il était amoureux de Lila. Je me suis enfin tourné vers lui, furieux. Il a continué en expliquant qu'il croyait que Lila ressentait la même chose pour lui. Il m'a assuré que c'était la première fois qu'ils couchaient ensemble, comme si cela changeait quoi que ce soit. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré leurs messages, des conversations pleines de sous-entendus, de secrets et de confessions de Lila sur son malheur dans notre relation. Selon Masson, c'était elle qui l'avait invité à rester ce soir-là, pensant que j'étais encore en voyage d'affaires. En lisant ces messages, ma rage est remontée à la surface. Masson a continué à parler, disant qu'il regrettait de m'avoir trahi, mais aussi qu'il n'avait jamais ressenti cela pour personne auparavant. Il disait qu'il n'avait pas pu s'en empêcher et me suppliait de lui pardonner. Mon père, qui écoutait silencieusement jusqu'à présent, en a eu assez. Il a dit à Masson qu'il avait de la chance s'il ne lui faisait pas subir la même chose que moi plus tôt. Mais la réaction de ma mère a été différente. Masson avait toujours été son préféré, et je voyais bien qu'elle avait du mal avec la situation. Ma mère a commencé à dire que, quoi que je décide de faire concernant Lila, je devais pardonner à mon frère. Elle disait qu'il semblait vraiment repentant et que deux frères ne devaient pas être en froid à cause d'une femme. Elle a même proposé de me donner de l'argent pour couvrir les frais du mariage,
mais quand je lui ai dit que j'étais prêt à accepter son chèque mais pas à me réconcilier, elle a retiré son offre. Je l'ai coupé et ai dit à mes parents que je n'avais pas envie d'entendre des sermons ou des conseils. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était qu'ils emmènent ma sonne et s'en aillent. Je ne pouvais plus le voir en face. Mon père a hoché la tête, comprenant que j'avais besoin d'espace, et a aidé ma sonne à monter dans la voiture. Ma mère a hésité, clairement désireuse de rester et de calmer les tensions, mais elle a fini par les suivre. Dans les semaines qui ont suivi, je gérais encore les conséquences de cette trahison. Lila me bombardait de messages, me suppliant de lui pardonner et essayant de s'expliquer, mais ses justifications tournaient toujours autour des mêmes excuses, très similaires à celles de ma sonne. Elle affirmait qu'il n'avait jamais voulu me blesser. Je l'ai ignoré toute la semaine. Puis, sans prévenir, j'ai reçu un appel de ma sonne. Il m'a annoncé que Lila venait de découvrir qu'elle était enceinte et que le bébé était de lui. Il disait que, puisqu'elle attendait son enfant, il voulait l'épouser et obtenir ma bénédiction, que je n'ai pas donnée. La réaction de ma mère n'a fait qu'empirer les choses. Elle avait déjà essayé de jouer les médiatrices entre ma sonne et moi, mais maintenant, elle semblait voir la grossesse de Lila comme une sorte d'intervention divine. Elle disait que c'était le plan de Dieu que Lila tombe enceinte ainsi et que peut-être ma sonne et Lila étaient destinées à être ensemble. C'était comme si elle essayait de justifier l'injustifiable, d'excuser ce qu'ils avaient fait à cause de cette grossesse. C'est alors que j'ai dit à ma mère que je savais exactement ce qu'elle faisait et que si elle décidait de prendre le parti de ma sonne et Lila, notre relation serait terminée. Je ne plaisantais pas. La trahison de mon frère était déjà assez grave, mais voir ma propre mère les défendre était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Mon père essayait de rester neutre, peut-être pensant que cela aiderait à calmer la situation. Quoi qu'il en soit, ma mère a offert un soutien financier à Lila, lui assurant qu'elle et le bébé seraient bien pris en charge. Mais bien sûr, il y avait une condition. Ma mère insistait pour que ma sonne et Lila se marient. Après tout, c'était aussi ce que ma sonne voulait. Ma mère était acharnée dans cette quête, refusant d'imaginer que son petit enfant naisse hors mariage. Quand j'ai appris que ma sonne et Lila allaient effectivement se marier et qu'ils avaient commencé à envoyer des invitations aux membres de la famille, j'ai ressenti une rage et une humiliation profonde. Sans plus de discussion, j'ai simplement tenu parole et j'ai coupé les ponts avec ma mère et mon frère. Cependant, ma mère n'abandonne jamais facilement. Pendant des semaines après cette rupture, elle m'a appelé sans arrêt, m'a laissé des messages vocaux et même s'est présentée à ma porte sans prévenir, essayant de me faire culpabiliser pour que je me réconcilie. C'était étouffant. C'est à ce moment-là que j'ai su que la seule façon de lui échapper était de quitter la ville entièrement. Cela fait 3 ans qu'ils ont détruit ma vie, et j'ai déménagé dans une nouvelle ville, coupant les ponts avec presque toute ma famille, à l'exception de mon père. Il a respecté ma décision de partir et compris pourquoi j'avais besoin de cette distance, même si cela l'attristait que je ne vienne plus lui rendre visite. En 3 ans, j'ai reconstruit ma vie, pièce par pièce. Je n'ai partagé mon nouveau numéro avec personne d'autre que mon père. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai retrouvé une certaine normalité et j'ai travaillé dur pour laisser le passé derrière moi. Alors, imaginez ma surprise quand, hier, j'ai trouvé Lila à ma porte, sonnant à la sonnette. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli ne pas la reconnaître. Lila ne ressemblait en rien à la femme que j'avais aimée autrefois. Elle avait l'air malade, ou comme si elle avait beaucoup souffert pendant tout ce temps. Elle était là, tenant la main d'une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 2 ou 3 ans. L'enfant avait les traits marqués de ma sonne, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il était le père. Je me suis demandé, pourquoi était-elle là? Comment m'avait-elle trouvé? Que voulait-elle? Finalement, j'ai rompu le silence. Lila, qu'est-ce que tu fais ici? Elle pleurait en me suppliant de la laisser entrer, disant qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Mon premier réflexe a été de dire non et de la renvoyer. Mais ensuite, j'ai regardé la petite fille à côté d'elle, qui me fixait avec ses grands yeux innocents. Je ne pouvais pas être impoli devant l'enfant, alors j'ai fait un pas de côté et leur ai fait signe d'entrer. Je leur ai montré le canapé et leur ai proposé de l'eau. Une fois installé, je me suis assis en face d'elle et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je savais déjà qu'elle ne m'aurait pas trouvé toute seule. Je n'avais donné mon adresse à personne d'autre que mon père, et je lui faisais confiance pour la garder secrète, sauf si quelque chose de vraiment important arrivait. Alors, qu'est-ce qui était si important pour qu'il lui donne mon adresse? Au lieu de répondre tout de suite, Lila a sorti une enveloppe de son sac. Elle me l'a tendue sans dire un mot. Je l'ai ouverte et j'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère. Ma mère avait écrit, sans détour, que c'était ma responsabilité de réparer le chaos que ma sonne avait créé. Elle expliquait comment Lila et Jessie étaient en difficulté, comment ma sonne les avait abandonnés, et comment, en tant que frère de ma sonne et oncle de Jessie, je devais les aider, car Lila avait été presque ma femme et l'enfant était ma nièce. J'ai regardé Lila, confus et en colère. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, lui ai-je demandé.
C'est alors que Lila a éclaté en sanglots et m'a raconté toute l'histoire. Selon elle, Mason avait été infidèle dès le début de leur mariage. Même après la naissance de leur fille, Jessie, mon frère avait continué à avoir des aventures de manière intermittente tout au long de leur relation. De son côté, Lila avait essayé de faire fonctionner leur couple, espérant que les choses s'améliorent avec le temps, ne serait-ce que pour le bien de Jessie. Mais il y a 3 mois, Mason a soudainement fait ses valises et est parti, sans explication, sans mots, sans avertissement. Il a simplement disparu. Depuis, Lila était seule. Elle n'avait ni emploi, ni économie, ni maison. Elle et Mason vivaient dans une maison en location, et sans lui, elle ne pouvait plus se permettre d'y rester. Ma mère, se sentant obligée d'aider à cause de Jessie, lui donnait de l'argent pour les soutenir. Mais maintenant que Mason était pratiquement parti pour de bon, ma mère avait décidé qu'elle ne voulait plus être responsable de Lila et de son enfant. Lila m'a alors expliqué que ma mère voulait que je prenne soin d'elle et de Jessie, car elle n'avait nulle part où aller et personne vers qui se tourner. J'étais complètement dégoûté par sa demande et par l'absurdité du fait qu'elle et ma mère s'attendaient à ce que je les aide. Non seulement ma mère avait pris le parti de Mason lors de la trahison initiale, mais maintenant elle essayait de me faire porter les conséquences de ses actes. Son favoritisme flagrant envers Mason refaisait surface. J'ai immédiatement dit à Lila, assez sèchement et devant son enfant, qu'elle n'avait aucun droit d'attendre de l'aide de ma part. Ce n'était pas mon enfant, elle n'était plus ma fiancée, et clairement, ce n'était pas ma responsabilité. Même si j'étais désolé que Mason l'ait abandonnée, elle aurait dû le voir venir. Après tout, ce n'était pas l'homme le plus digne de confiance ni le plus responsable. Je n'allais pas me laisser manipuler pour aider. Alors, j'ai demandé à Lila de partir. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, et que tout ce qui lui restait, elle l'avait dépensé en essence pour venir me trouver. J'ai fini par lui donner juste de quoi remplir son réservoir avant de lui demander de partir. Voilà donc mon histoire sur ma mère et son favoritisme. J'ai récemment découvert ce subreddit sur les parents qui favorisent un enfant, et il m'a semblé que c'était l'endroit idéal pour partager mon histoire. Mise à jour 1. Je veux clarifier certaines choses. Le comportement de ma mère dans cette situation me laisse complètement perplexe. Le fait qu'elle essaie de me culpabiliser pour que j'aide Lila et son enfant, après tout ce qui s'est passé, me semble incroyablement égoïste. Je peux comprendre qu'elle se sente obligée d'aider sa petite fille, mais elle ne devrait pas s'attendre à ce que je répare le chaos laissé par son enfant préféré, surtout après la façon dont elle a géré la trahison initiale. Si ma mère veut avoir un enfant favori, alors qu'elle assume ses choix et qu'elle s'occupe aussi de lui. Je suis d'accord avec certains de vos commentaires qui disent que mon père m'a aussi trahi. Plutôt que de me soutenir après tout ce qui s'est passé, il a choisi de rester neutre. Même s'il a réprimandé mon frère une fois, il n'a jamais vraiment pris mon parti. En ne s'opposant pas au comportement manipulateur de ma mère, il a aussi joué un rôle dans cette trahison. J'ai l'intention d'avoir une conversation avec lui bientôt. Oui, Mason a abandonné Lila, mais cela ne fait pas automatiquement de moi son sauveur. Elle a fait ses choix, et même si j'ai de la compassion pour sa situation, je ne lui dois rien. Le fait qu'elle se soit présentée à ma porte avec rien d'autre qu'une histoire larmoyante et un enfant ne fait que souligner son désespoir. Je ne l'ai pas renvoyée par vengeance, j'ai simplement été clair sur le fait que ce n'était pas à moi de réparer ce que Mason avait brisé. Je ne suis pas obligé de m'occuper d'elle juste parce qu'elle traverse une période difficile. Non, cet enfant n'est définitivement pas le mien. Lila et moi avons rompu des semaines avant qu'elle ne tombe enceinte, et à ce moment-là, cela faisait déjà un certain temps que nous n'avions pas été intimes. La chronologie est claire, et il n'y a absolument aucune chance que je sois le père. Il n'y a pas besoin de test ni de quoi que ce soit d'autre. En plus, Jessie a tous les traits de Mason, son visage, ses yeux, son sourire. C'est comme voir Mason enfant. Je n'ai aucun doute que Mason est son père. Je n'ai pas besoin d'un test de paternité, car la ressemblance est indéniable. Cet enfant est, sans aucun doute, la fille de Mason, et je ne me laisserai pas entraîner dans davantage de confusion. Non, je ne veux pas adopter ma nièce. Je n'arrive pas à croire que certains d'entre vous suggèrent même cette idée. Quelle que soit la situation financière ou émotionnelle de Lila, c'est à elle d'assumer ses responsabilités en tant que mère. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a jamais travaillé après son mariage ni pourquoi elle n'a pas mis d'argent de côté. Mason est le père, donc même s'ils sont séparés, c'est à eux deux de prendre en charge leur enfant. Mason n'a pas le choix, il doit payer une pension alimentaire. Mise à jour 2. J'ai parlé à mes parents de toute cette histoire. Je savais déjà que c'était mon père qui avait donné mon adresse à Lila, mais je voulais l'entendre directement de sa bouche. Je l'ai appelé et lui ai demandé sans détour pourquoi il avait accepté de lui donner mon adresse, alors que je lui avais expressément demandé de ne pas le faire, et ce qu'il s'attendait à ce que je fasse pour Lila et sa fille après toutes ces années. Mon père est resté silencieux un instant, visiblement mal à l'aise. Puis il a poussé un long soupir et s'est excusé.
Je suis désolé, fils, vraiment, a-t-il dit. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider Lila, mais avec Mason disparu depuis si longtemps, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Ta mère m'a supplié de lui donner ton adresse. Elle pensait que si tu la voyais après tout ce temps, tu aurais peut-être envie de l'aider d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Ma frustration a grandi et je lui ai demandé, pourquoi penserais-tu que je voudrais aider quelqu'un comme elle? Elle m'a trahi avec Mason. Elle m'a blessé, et maintenant vous voulez que je l'aide? Mon père a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Il a expliqué que ni lui ni ma mère ne voulaient que les choses se terminent ainsi, mais que Lila et Jessie faisaient désormais partie de la famille, du moins pour eux. Il croyait que j'étais sa seule option. Il s'est excusé encore une fois, mais je n'ai pas écouté. Je lui ai dit que c'était fini entre nous. Je lui avais fait confiance pour être différent de ma mère, mais il s'avérait qu'ils étaient tous les mêmes, des traîtres. Pensait-il vraiment que j'allais simplement oublier le passé, accepter Lila et l'enfant de mon frère dans ma vie, et commencer à m'occuper d'eux? C'est un coup dur de réaliser que mes parents ne se sont jamais souciés de moi. Je lui ai dit fermement, sans hésitation, d'oublier mon numéro et d'agir comme si je n'avais jamais existé pour lui. Puisque maintenant il connaissait mon adresse, je l'ai prévenu, si lui ou ma mère se présentait chez moi, j'appellerais la police. Mon père a essayé de s'excuser à nouveau, me suppliant d'écouter, mais je n'étais plus intéressé. Ne m'appelle plus, ai-je dit. Juste, ne le fais pas. Vous avez fait vos choix, et moi je fais les miens. S'il espérait pouvoir dire une dernière chose, tant pis pour lui. J'ai raccroché et immédiatement bloqué son numéro. Ce que mon père a fait est impardonnable, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai enfin réussi à localiser Mason avec l'aide d'un ami. Il s'avère que Lila avait raison, Mason vit avec sa dernière conquête dans une ville voisine, prétendant n'avoir aucune responsabilité, comme s'il n'avait ni femme ni enfant. Je ne suis pas surpris, il a toujours été comme ça. Je n'arrive pas à croire que c'est le même gars qui, il y a 3 ans, m'a regardé droit dans les yeux pour me dire qu'il était amoureux de Lila et qui a bouleversé ma vie entière. Et maintenant, après tout ça, il vit avec une autre femme comme si de rien n'était. Lila savait qui était Mason et a quand même décidé de me trahir avec lui, alors je n'ai aucune pitié pour elle. C'est comme si on te disait qu'un objet est brûlant et que tu décidais quand même de le toucher, tu vas te brûler. Après avoir trouvé où il se cachait, j'ai envoyé l'adresse à Lila. Je ne voulais pas m'impliquer davantage dans ses problèmes, mais je ne voulais pas non plus abandonner un enfant innocent à cause de la stupidité de ses parents. Je lui ai donc donné un dernier conseil. Tu dois engager un avocat et demander le divorce et une pension alimentaire. Fais-le maintenant avant que Mason ne disparaisse à nouveau. Lila m'a remercié pour tout, et j'ai entendu le soulagement dans sa voix. Elle s'est excusée encore une fois, comme elle l'a fait tant de fois auparavant, mais je n'étais plus intéressé à écouter ses regrets. C'est fini, je lui ai envoyé par message. Ne me contacte plus. Ne viens plus chez moi. C'est la dernière chose que je ferai pour toi. Ce que nous avions, peu importe ce que c'était, est terminé depuis longtemps. Je voulais juste qu'elle arrête de perturber ma tranquillité pour toujours. Mise à jour 4. Pour expliquer cette mise à jour, je dois vous donner un peu de contexte sur mon frère. Mon frère n'a jamais vraiment terminé ses études universitaires, et depuis qu'il a abandonné, il vit principalement de petits boulots temporaires. C'est pour cela qu'il suivait des cours de paysagisme, il voulait travailler dans ce domaine. Mais le type de travail qu'il exerce fait qu'il n'est jamais attaché à un endroit précis. Et si vous avez lu mes précédents posts, vous savez où je veux en venir. Oui, mon frère a déménagé, ou plutôt, il s'est enfui, c'est le terme le plus approprié. Apparemment, il savait que Lila cherchait à lui faire parvenir les papiers du divorce et de la pension alimentaire, et la première chose qu'il a faite, c'est fuir la maison de son ex-petite amie. C'est ce que Lila a découvert lorsqu'elle est allée chez cette femme pour le confronter, mais il était déjà parti. Son ex-petite amie lui a dit qu'il avait déménagé et qu'elle ne savait pas où il était, mais que ce soit vrai ou un mensonge, personne ne peut en être sûr maintenant. Pendant ce temps, j'ai appris tout cela parce que Lila m'a envoyé un email pour me demander de l'aider à le retrouver. Mais je lui ai répondu qu'elle m'avait encore trahi en ne respectant pas ma demande de ne plus me contacter, donc je ne l'aiderai en rien. Mon père m'a aussi trahi en s'excusant derrière le dos de ma mère après qu'ils se sont présentés chez moi. Je ne vais pas vous ennuyer avec ce qu'ils voulaient, car vous le savez déjà. Mais je leur ai dit en face que je ne dépenserais pas un centime de plus pour cette femme, j'avais déjà gaspillé assez d'argent pour un mariage qui n'a jamais eu lieu, et eux trouvaient ça normal. Alors, ma mère a dit qu'elle pourrait me rembourser une partie de l'argent si je prenais la responsabilité de Lila et de ma nièce. Je lui ai répondu que si elle était prête à me faire un chèque immédiatement, peut-être, juste peut-être, que je prendrais le temps de réfléchir à la question de savoir s'il valait la peine de perdre mon temps à décider si je devais reprendre Lila. Ce qui signifie, il y avait de très grandes chances que non. Mais elle voulait être sûre que si elle écrivait un chèque,
elle obtiendrait un résultat. Je lui ai dit que c'était un pari à faire de son côté. Elle a réfléchi un instant, puis elle m'a fait un chèque de 5000 $. Cela ne couvre même pas un quart du mariage, mais quelque chose vaut mieux que rien. Puis je leur ai dit de partir, car le chèque ne comprenait pas la clause « ne pas appeler la police si vous revenez chez moi ». Alors ils sont partis assez vite. J'ai passé quelques secondes à réfléchir à la question de savoir si je devais consacrer mon temps à envisager d'accepter Lila ou non, et après une réflexion profonde et intense, j'ai conclu que non. Je crois que ça m'a pris plus de temps de déposer le chèque que de prendre cette décision. La bonne nouvelle, c'est que le chèque est passé. J'ai informé ma mère par téléphone, et elle l'a très mal pris, car selon elle, si j'avais accepté son argent, je devais au moins tenir ma promesse. Mais même si j'avais signé un contrat, le chèque n'était qu'un geste pour que je considère l'idée, et pire encore, pour que je considère si c'était une bonne idée d'y penser. Et j'y ai déjà réfléchi plus qu'il n'en fallait pour un sujet qui ne m'intéresse pas. Peut-être que si le chèque avait été plus gros, j'y aurais réfléchi quelques secondes de plus, mais la décision aurait été la même. Mauvaise idée pour ma mère de jouer avec un avocat trahi. Mise à jour 5. Ma mère m'a demandé de lui rendre l'argent, mais je lui ai dit de me poursuivre en justice si elle pense avoir une base légale pour le faire. Il n'y a même pas un seul message texte, et si elle a enregistré notre conversation quand je l'ai appelée pour lui dire non, il n'y a aucune mention de moi acceptant de reprendre Lila contre de l'argent. Ce serait un cas intéressant à plaider en justice, sans parler de la possibilité pour moi de déposer une contre-plainte. Mon frère a refait surface, et Lila a enfin réussi à lui faire parvenir les papiers. Et devinez qui mon frère veut comme avocat pour le représenter? Bonne chance pour trouver quelqu'un qui fera le travail gratuitement, parce que ce ne sera pas moi, et il n'a pas d'argent. Bonne chance à Lila pour essayer d'obtenir quoi que ce soit de mon frère. Si elle voulait une sécurité financière, elle aurait au moins dû choisir quelqu'un qui n'était pas un raté.